j'ai reçu une jeune femme qui veut perdre du poids depuis février. Hmm. Elle a acheté un programme de perte de poids. On lui a individualisé un programme. Et en fait, elle avait les mêmes quantités à manger chaque jour, midi et soir, les mêmes aliments. Mais elle savait même pas pourquoi. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Vulpinari, coach nutrition et fitness qui s'intéresse tout particulièrement aux troubles du comportement alimentaire et aux problèmes hormonaux. Salut Barbara, comment tu vas? Salut. Ça va, merci, et toi? Bien, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours? Oui. Alors à la base, j'ai une formation en tant qu'orthophoniste. J'ai arrêté le cabinet en libéral, il y a quelques mois. Je me suis formée, avec Bayesian l'année dernière. J'ai été diplômée cette année. Hmm. D'ailleurs, j'ai intégré, l'équipe pédagogique, aux côtés d'Axel depuis pas très longtemps. Je sais pas si tu savais? Non. Voilà. Bon, bah, tu sais, je suis hyper fière d'avoir été, choisie, en tant que femme. Ouais, Voilà, bravo. pour la petite touche féminine de l'équipe. Je coach en ligne, quelques personnes et là, je suis en train de créer un groupe, d'accompagnement sur l'aménorrhée. Ok, donc on va Voilà. commencer déjà avec ça. L'aménorrhée, c'est quoi pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas ce que c'est? Alors l'aménorrhée, du coup, c'est l'absence, de cycle menstruel. Elle peut être primaire donc ou secondaire. Primaire, c'est quand, les jeunes filles ne déclenchent pas de règles. Secondaire, c'est quand elle arrive, les femmes ont leurs règles, puis les règles, s'arrêtent. Et quelles sont les causes, les différentes causes de l'aménorrhée en général? Tu as plein de causes qui sont possibles. Dans l'aménorrhée secondaire, ça peut être des causes organiques, ça peut être, des syndromes, du type le syndrome polykystique. Ça peut être des tumeurs aussi, mais très souvent, il y a une grosse proportion d'aménorrhée qui vient d'une suppression en fait de l'hypothalamus. Ok, donc Voilà, parce que vas-y, vas-y. en fait, il faut savoir que comment ça fonctionne les règles. Dans ton hypothalamus, tu as des neurones qui sécrètent une hormone qui s'appelle la GnRH. La GnRH, elle stimule la glande pituitaire. La glande pituitaire, elle relâche selon les moments de ton cycle l'ALH ou la FSH. Et donc d'abord la FSH en fait pour la première partie du cycle. La FSH, elle stimule les ovaires. Elle fait maturer en fait un follicule. Et ça renvoie des feedbacks à ton cerveau qui sécrète ensuite l'ALH. Et là, l'ALH, elle déclenche l'ovulation. Et tout ça, c'est réglé par des phénomènes de réponse de ton corps qui sont très sophistiqués et qui proviennent pas que des ovaires, qui proviennent aussi de ton statut nutritionnel, de ton poids, de ton taux de masse grasse, euh, d'autres hormones qui participent aussi au contrôle de la régulation de l'appétit, etc. Et donc l'aménorrhée, donc tu as dit il y a plusieurs formes, il y a plusieurs sources, on va dire, ou plusieurs types. Donc Ouais. l'absence des cycles menstruels, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Je sais simplement de tête que ça arrive avec des athlètes Ouais. assez souvent. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou pas? Alors non, enfin, c'est pas normal, ça arrive malheureusement souvent. Mhm. On dit dans les études, ce qu'ils disent, c'est qu'à peu près 50% des femmes qui font de l'exercice physique expérimentent des troubles du cycle et 30% perdent à un moment leurs règles. Mais c'est peu diagnostiqué et en fait, je pense qu'on sous-estime vraiment la gravité. Moi, j'ai cherché, en fait, je me suis documentée parce que j'ai perdu mes règles suite à l'anorexie. Mhm. Et c'est là où j'ai découvert, et donc du coup que j'ai écrit mon article sur les neurostéroïdes aussi,
Mais c'est là où je me suis rendu compte que nos hormones sexuelles, c'est pas que procréer, c'est pas que se reproduire en fait. Elles ont vraiment un impact sur la santé osseuse qui est vraiment, enfin, je pense que c'est l'impact peut-être le plus important quand Mhm. on perd ses règles avant la ménopause, mais aussi un impact sur notre santé cérébrale, sur notre santé cardiaque. Et il y a vraiment des données là-dessus qui montrent que ne pas avoir ces cycles, c'est dangereux quoi, pour la suite de la vie. Donc, tu as dit au niveau osseux, c'est quoi les conséquences si on n'a pas ces cycles pendant un certain temps ou pendant une période de temps prolongée, on dira? C'est une décroissance de la densité osseuse avec du coup des risques accrus de fractures. Mhm. Et ce qui est dit dans la littérature, c'est que par année de cycle perdu, tu perds environ 2,5% de ta densité osseuse. Et le truc, c'est que plus ça arrive tôt, moins tu as de chances d'atteindre un pic de densité osseuse. Si tu veux, ta densité osseuse, elle augmente pendant l'adolescence, pendant la croissance, elle atteint un pic. Et si tu n'atteins pas un pic qui est assez important, eh ben, as plus de risques de développer de l'ostéoporose plus tard, quoi. Ouais, même si on sait que par Voilà. exemple du travail de renforcement, ça peut nous aider à gagner en densité osseuse, mais voilà, c'est pas le jeu d'essayer de Mm. mettre l'un contre l'autre. L'idéal, ce serait d'avoir, on va dire, un développement de la densité osseuse optimale sur l'adolescence et ensuite on va dire en 20, 30 ans, etc. Ouais. Pour faire en sorte qu'on ait un pic le plus haut possible, qui soit, on va dire, supplémenté ou complémenté, je ne sais pas lequel est juste en français, par du travail de renforcement pour qu'on ait, comme tu as dit, le maximum de densité osseuse au cours de sa vie, parce que, comme tu as dit, moins de risques de blessures, plus de qualité de vie plus tard dans Mm. la vie aussi, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes. Ouais, exactement. Et l en tout cas, il y a pas vraiment, enfin, ce que la littérature montre, c'est que le meilleur moyen de éventuellement récupérer de la densité osseuse si tu en as perdu, Mhm. c'est de retrouver ces cycles. Ok. Voilà. Les pilules sur tout ce qui est contraceptif, pilules et cetera, les résultats sont très mitigés. Et en fait, là, j'ai lu une étude, enfin, j'ai vu une conférence d'un médecin, enfin, d'une chercheuse qui fait des études là-dessus Mhm. et qui montre que en fait, les œstrogènes en complément feraient concurrence à à l'IGF-1. Mhm. Et du coup, ce serait plus mauvais que de rien prendre. Par contre, en patch, ce serait différent. Donc, mais c'est vraiment inconsistant dans la recherche. Par contre, retrouver ces règles, euh, ça, ça montre vraiment une amélioration au niveau de la santé osseuse. À partir de combien de temps, n'ayant pas tes règles, à partir de combien de temps tu peux dire j'ai perdu mes règles? Est-ce qu'il y a un temps déterminé où on dit non, maintenant, voilà, tu as vraiment perdu, tu n'as plus ton cycle depuis, je ne sais pas, c'est en jours, c'est en mois, ça se compte comment? Ouais, l'aménorrhée, c'est à partir de 3 mois d'absence de cycle. Mhm. Sinon, tu as l'oligoménorrhée aussi, c'est les cycles menstruels qui sont irréguliers. Et en fait, je me suis aperçue en cherchant que c'était vraiment pas, enfin, que c'était fréquent aussi. Voilà. Et surtout chez les femmes qui font de l'activité physique. Et donc les cycles irréguliers, est-ce que ça a des conséquences, on va dire, négatives sur la santé de la femme aussi drastiques que celle de l'aménorrhée à proprement dit ou pas nécessairement? Bah, pas aussi drastique, mais ça en a en fait. Et parfois, c'est même asymptomatique parce que elles peuvent avoir des règles, mais pas déclencher d'ovulation, par exemple. Mmh. Et ça, bah, Voilà. à mon avis, enfin, à mon avis, je te demande, mais comment savoir du coup si on est dans ce cas-là ou pas? Faut aller consulter son médecin, j'imagine? Heu, oui, moi, je conseille fortement de consulter. D'ailleurs, j'ai fait passer un questionnaire dimanche sur Instagram Mhm. parce que je sais qu'il y a énormément de je reçois beaucoup de questions parce qu'elles se sentent perdues, isolées. Il y a peu de diagnostics, mais il y en a qui n'ont passé aucun examen et c'est dramatique.
C'est vraiment dramatique. Sans bien sûr se prononcer médecin ou quoi que ce soit, est-ce que tu connais en général la procédure de test, s'il y en a une, quand quelqu'un a perdu ses cycles, par exemple, pendant 3 mois, disons, quelle est la Mmh. procédure à suivre en général au niveau des examens à faire avec son médecin? Bon, en général, le médecin, il va te prescrire, un bilan hormonal pour vérifier les taux. Mhm, Il va te prescrire, une échographie pelvienne pour vérifier l'état de tes ovaires mhm. et si le bilan sanguin montre des choses, là, tu peux passer peut-être, IRM, scanner pour vérifier qu'il y ait pas de tumeur au niveau de la glande pituitaire. Parce que comme tu as dit, Voilà, c'est l'hypothalamus, donc dans le cerveau, qui communique avec la glande pituitaire et donc voilà, ces différentes parties-là qui sécrètent certaines hormones ou pas, suivant l'état dans lequel elles sont et voilà. suivant les feedbacks qu'elles reçoivent du corps entier, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Si tu veux, la GNRH, enfin, la GNRH, la LH et la FSH, elles sont sécrétées par pulsation et ces pulsations, elles sont plus ou moins importantes et elles peuvent être, du coup, complètement dérégulées, quoi. Mhm. Et donc, tu as Voilà. parlé un petit peu du tabou qu'il y a autour de l'aménorrhée, donc, avec les Ouais. femmes qui, comme tu as dit, se sentent isolées, qui se sentent perdues. Donc, quelles sont les plus grandes barrières, on va dire, auxquelles les femmes font face aujourd'hui autour de l'aménorrhée, que toi, tu essaies de casser ou en tout cas, tu essaies de leur donner un certain chemin ou certaines informations pour qu'elles puissent se sortir de là. C'est quoi les plus grandes barrières à ton avis? Heu, je pense qu'on est très, très peu informés sur, déjà, le fonctionnement de nos hormones, Mhm. ce qui peut les influencer et comment améliorer leur fonctionnement, quoi. Comment se sentir mieux, et à quel point elles sont importantes dans notre santé. Quelles sont Et là où les... elles sont perdues, Vas-y, vas-y. je pense que c'est au niveau du diagnostic, Mhm. parce que, on leur donne pas de réponse. Donc Est-ce qu'il y a un peu des réponses communes ou que les femmes reçoivent en général qui sont pas nécessairement les réponses qu'elles devraient recevoir ou qu'elles voudraient recevoir? vous n'êtes pas assez maigre pour être en aménorrhée, alors qu'on Mhm. sait très bien qu'on peut présenter un poids normal et avoir une aménorrhée. Mhm. Hem, il y a ça, bah, reprenez du poids, mangez et ça reviendra. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce Tu qu'il peux... y a pas que le poids qui influence. Mhm. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu des différents facteurs et puis développer là-dessus les différents facteurs qui ont une influence là-dessus, Ouais. qui ont fait que dans un premier temps, tu as peut-être perdu tes cycles et du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour les retrouver en sachant bien que bien sûr, c'est pas ce que tu vas dire là, c'est pas une prescription, tu n'es pas médecin Oui, bien sûr. et ça va être différent pour chaque individu. Exactement, c'est très différent selon le contexte de chacune et j'encourage vraiment, vraiment les femmes qui ont une aménorrhée à consulter déjà en premier lieu. Mhm. Voilà. Alors moi, pour le coup, ben, comme tu le sais, c'est venu de mon anorexie. Le corps, quand, il a pas l'énergie de se reproduire, enfin, c'est pas le moment pour lui de se reproduire s'il a aucune énergie. Mhm. Donc en fait, quand, tu pas assez d'énergie à disposition, ben, il va court-circuiter, ce dont il a pas besoin. Mhm. Donc ça va être, au début, bah, les cheveux, les ongles, puis au fur et à mesure, il va sacrifier des choses, mais les hormones, si elles sont sacrifiées, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque part. Donc le poids, forcément, ça influe. Mhm. L'activité physique influe. Le fait, éventuellement de jeûner ou d'avoir tout le temps faim. Le jeûne, on sait que ça malheureusement, ça influe énormément sur la pulsatilité de la LH. Le stress aussi, le stress, des taux de cortisol élevés. Mhm. Donc c'est vraiment, vraiment un large éventail, de facteurs à prendre en considération et qui sont vraiment différentes, d'une fille à l'autre.
Donc ouais, peut-être pour résumer un petit peu tout ça, donc c'est d'un côté il y a trop de quelque chose, donc par exemple d'activité physique ou trop d'intensité, trop de volume peut-être, trop de stress aussi qui va un petit peu dans ce même panier, on va dire, que Mmh, l'activité physique, parce qu'une activité physique c'est un stress et le corps ne fait pas nécessairement la distinction entre le stress du travail, le stress de la famille et le stress de l'activité physique. Et de l'autre côté, il n'y a pas assez et donc pas assez d'apport énergétique au niveau nutrition, pas assez peut-être de ressources énergétiques dans le corps à proprement mmh, parler. Si par exemple, comme tu as dit, tu n'as pas assez de poids, tu es trop maigre aussi peut-être. mmh. Encore une fois, ça diffère selon les choses. Donc il y a vraiment un manque d'équilibre entre ces deux. Il y a trop d'énergie qui sort, il n'y en a pas assez qui rentre. C'est très Mmh. simplifié, mais est-ce que ça tient à peu près la route comme ça? Souvent, oui, c'est le cas. Tu peux aussi avoir des apports énergétiques qui sont complètement déséquilibrés. Mhm. Et du coup, ben, dans des histoires de perte de poids, même si tu as repris du poids, mais que du coup, ton organisme, il n'a pas les vitamines nécessaires, il n'a pas de quoi créer vraiment de l'énergie correctement, Mhm. ça peut aussi jouer plus du stress, par exemple, ou plus un peu trop d'activité physique, plus une activité qui est trop intense et qui, du coup, fait que l'hypothalamus ne ne sécrètent pas de manière normale les hormones Et pour stimuler les ovaires. tu l'as déjà mentionné avant, mais je pense que c'est important de le répéter. Donc, même euh, si pour les femmes qui écoutent, si elles font des activités physiques peut-être très intenses, peut-être Mm, pour prendre un exemple simple, le CrossFit par exemple, c'est peu importe les aspirations athlétiques qu'on a mm. en tant qu'athlète, c'est pas normal de ne pas avoir ces cycles. C'est juste? Non, exactement. C'est pas normal de ne pas avoir ces cycles, quelle que soit l'activité physique qu'on a, en fait. Et donc, est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur l'importance d'avoir ces cycles de manière régulière pour la santé autant voilà, Ouais. physique, physiologique de la personne et à quel point est-ce que l'aménorrhée en tant que telle a des comment dire ça, un effet néfaste sur les performances sportives? Alors oui, sur les performances sportives, je t'avoue que j'ai pas encore creusé exactement ce sujet. Mhm. Je sais plutôt, comment, adapter, l'entraînement, là, plutôt au syndrome prémenstruel et cetera. Mhm. Mais en fait, quand on a des niveaux bas d'œstrogènes, ça va être, très compliqué de construire de la masse musculaire. Ça Mhm. va être compliqué de garder une santé osseuse, optimale. Mais on a aussi besoin de ces hormones au niveau de notre santé cérébrale. On sait que la progestérone, par exemple, elle est impliquée dans la formation, dans la formation de la gaine de myéline notamment, Mhm. mais aussi au niveau des neurotransmetteurs. Tu vas avoir l'effet de l'allopregnanolone, donc qui est synthétisé à partir de la progestérone, qui va agir sur les récepteurs du GABA pour apaiser le système neuronal. Mhm. Les œstrogènes aussi, je viens de découvrir qu'ils avaient potentiellement des effets sur la santé neuronale plutôt du côté du glutamate. Donc, c'est vraiment important d'avoir des cycles. Enfin, en fait, dans la littérature, avoir des cycles réguliers, c'est signe de santé. Donc, si quelqu'un n'a pas ses cycles de manière régulière, c'est important de ne pas prendre ça à la légère et de ne pas se dire ah ben c'est juste parce que je suis très active ou c'est juste parce que je suis en train Mm. de faire une diète ou j'essaie de perdre un petit peu de poids. Mais est-ce que dans un contexte de perte de poids, c'est très commun pour des femmes de perdre leur cycle ou même dans ce cas-là, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se passer? Normalement, si c'est bien fait, ça devrait pas se passer. Parce qu'il devrait y avoir toujours l'énergie nécessaire pour que ton corps il puisse fonctionner, enfin pour que tes organes et que tes fonctions physiologiques elles soient bonnes quoi. Ouais, tu peux pas. Tu peux faire une, tu peux faire une perte de graisse, tu peux faire une perte de poids sans altérer tes fonctions physiologiques. Mhm. Et peut-être dans ce cadre-là, quelles sont les erreurs les plus communes quand bon,
on va prendre l'exemple concret quand une femme veut perdre du poids, quelles sont Mm. en général les plus grosses erreurs que toi tu vois qui sont faites en général, qui peuvent mener soit à la perte de son cycle, soit à on va dire des pertes de poids qui sont pas sans succès en bout de course, on va dire. Mauvaise répartition des macronutriments. Mhm. Généralement, les femmes que je reçois et qui veulent perdre du poids, leur taux de protéines, il est au ras des pâquerettes. Et ça, juste, c'est pas possible, quoi, pour le Est-ce que fonctionnement global du corps. tu peux donner un exemple concret en termes de, je ne sais pas si tu veux le comparer au kilo de poids de corps, ou comment est-ce que toi tu recommandes en général les apports de protéines pour donner une idée concrète, qu'est-ce que c'est à ras les pâquerettes? À ras les pâquerettes, c'est genre même pas 0,8 par kilo de poids de corps, même pas 0,8 grammes, pardon, par kilo de poids de corps. Mhm. Donc ça, c'est juste pas possible. Enfin, les protéines, c'est des macronutriments qui sont essentiels pour tout, pour le fonctionnement de nos organes, pour notre système immunitaire, pour la contraction de nos muscles. Du coup, généralement, déjà, voilà, donc il y a ça. Pas de protéines, couper les glucides, souvent, Mhm. couper les glucides, faire trop de cardio, jeûner. Souvent, c'est ça, Je vais revenir les problématiques. je vais revenir sur le deuxième point que tu as mentionné. Pourquoi est-ce que couper les glucides, c'est pas une bonne idée en général? Parce que c'est vrai que Ouais, c'est le nouveau méchant, le sucre. ouais. Avant c'était le gras, maintenant c'est les sucres. Et donc les gens ils se disent ah ben je vais faire sans sucre, sans glucides. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors déjà, le sucre, c'est pas une addiction, hein, voilà. Pourquoi c'est mauvais? Enfin, pourquoi c'est mauvais? En fait, ça dépend du contexte. Mais dans le contexte d'une femme qui est active, qui fait du sport, même si elle veut perdre du poids, il n'y a pas de raison de couper les glucides alors que c'est la source préférentielle d'énergie du corps. Mhm. Mais même si, bon, ok, au repos, le muscle brûle de la graisse, etc. Mais je veux dire, l'ATP, elle est créée à partir du glucose. Donc, si tu veux te sentir alerte, si tu as envie d'augmenter ton NEAT naturellement, ton activité spontanée, si tu as envie de créer de la chaleur, si tu as envie de bouger, de faire de l'activité, ben, pour ça, il te faut de l'énergie. Et concrètement, les glucides, voilà, après, que ce soit. Je ne suis pas partisane de dire faut rajouter du sucre blanc dans tous les plats et, et voilà, et tout déréguler non plus. Mhm. Mais couper les glucides, c'est pas une solution pour perdre du poids. Et le problème, c'est que à la base, il y a pas de connaissance de la balance calorique déjà. Qu'est-ce que tu appelles la balance calorique pour ceux qui connaissent pas nécessairement le terme? Bah, quand tu veux perdre du poids, simplement, il faut être en déficit calorique. Mhm. Donc Il suffit pas manger un petit peu moins que ce dont tu aurais besoin que, pour maintenir ton poids. voilà, exactement. Déjà, cette connaissance-là, elle est pas intégrée. Là, j'ai reçu une jeune femme qui veut perdre du poids depuis février. Mhm. Elle a acheté un programme. Elle a acheté un programme de perte de poids. On lui a individualisé un programme. Et en fait, elle avait les mêmes quantités à manger chaque jour, midi et soir, les mêmes aliments, mais elle savait même pas pourquoi. Et du coup, elle est venue me voir en me disant, j'ai des compulsions alimentaires, je fais des compulsions sur du pain et du fromage. Mhm. Je lui dis, ok, ben on va regarder comment tu te nourris. Et je lui ai dit, mais le programme, est-ce qu'on t'a expliqué en fait pourquoi ces proportions-là, pourquoi ces quantités-là, pourquoi ces taux de protéines-là? Et non, en fait, on lui avait rien expliqué. Et simplement en lui disant, mais tu manges certainement plus que ce que tu dépenses. Et du coup, il va falloir faire un travail à ce niveau-là. Et elle a accepté donc de compter un petit peu ses calories. Et Mhm. en 10 jours, elle avait perdu 2 kilos.
parce qu'effectivement, elle a arrêté de faire des compulsions alimentaires simplement en régulant ses apports normalement sur la journée, quoi. Mhm. Ouais, comme tu as dit, pour Donc, perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Si tu ne sais pas ce ouais. que c'est ta balance calorique pour commencer, ça va être difficile de se mettre en déficit, d'où l'intérêt pour, et d'expérience, ça n'a pas besoin d'être, je compte mes calories pour le restant de ma vie. C'est même sur quelques jours, sur une Mm. semaine, pour, comme tu as dit, avoir une idée de quelle est ma balance calorique actuelle. Et à partir de là, tu peux dire, voilà, bah, on va enlever tant de calories ou 3, 4, 5, 3, 400 calories suivant voilà, encore une fois, suivant la personne, suivant le poids, etc. Et suivant les objectifs, pour ensuite commencer à perdre ce poids. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de femmes qui commencent à perdre du poids déjà parce que quand on arrête les compulsions, ben, il y a un apport énergétique qui est énorme qui s'en va. Mmh. Parce que souvent, elles sont dans un cercle vicieux où elles sont vraiment dans la rigidité, dans la restriction. Et on sait que la restriction, ça amène les compulsions. Et quand elles sont dans la compulsion, ben, il y a un énorme montant de calories qui vient s'ajouter. Donc Mmh. forcément, elles prennent du poids ou alors elles ne perdent pas du tout. Et une fois que tu normalises les apports et que tu leur expliques, en fait, tout simplement, tu as besoin de tel taux de protéines, tu as besoin d'un petit peu de glucides. Après, d'adapter, forcément, il faut adapter à la personne pour que voilà, elle adhère et justement qu'elle comprenne comment elle fonctionne par rapport à son alimentation, son rythme de vie, qu'est-ce qui lui correspond. Mmh. Bah déjà, si tu enlèves toutes les compulsions, tu perds du poids hyper vite, quoi. Donc, c'est vraiment une approche équilibrée plutôt que de dire, voilà, on va couper ci, ça ou ça. Tous les macros sont, alors, pas nécessairement essentiels si on veut vraiment aller dans les Ouais. détails, mais c'est rarement une bonne idée de couper un macro complètement, que ce soit protéines, glucides ou les gras, les graisses, parce Mhm. que au final, on s'en sortira mieux si on trouve une route un petit peu plus équilibrée que de dire, voilà, je vais couper tout ça et me restreindre de manière assez significative, qui peut ensuite, comme tu as dit, créer des compulsions Mm. alimentaire. Ouais, tout à fait. Mais c'est surtout, en fait, leur apprendre à elles-mêmes à se gérer et à Mmh. gérer leur alimentation et à se dire, OK, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui me plaît aussi comme alimentation. Et à partir de là, tu essayes après de moduler autour. Est-ce qu'il y a des différentes demandes au cours du cycle menstruel en termes de quoi manger ou quelle quantité manger Mm, parce que bah, je sais qu'il y a, il y a certaines envies qui viennent et qui repartent aussi au cours du cycle. mm. Comment est-ce que tu aides les femmes à gérer ça? Alors, autour de dans la phase lutéale, généralement, il y a plus d'envie de choses grasses, de choses sucrées, de choses comme ça. Mhm, Et ad libitum, je crois qu'il y a une ou plusieurs études qui montrent que les femmes, elles vont avoir tendance à plus manger mhm, et plus manger des choses un peu plus caloriques, quoi. mhm, Parce que la température, enfin, en fait, la température, elle augmente naturellement un petit peu. Et du coup, c'est un peu compensé par une dépense en énergie un peu plus importante. Mais il faut quand même rester vigilante. Je pense que dans cette phase-là, moi, généralement, ce que je conseille en fonction de la personne, hein, toujours, mhm. j'en ai qui changent pas. J'en ai qui sont conscientes que du coup, elles vont avoir envie de plus de sucré, de choses comme ça. Donc, elles augmentent un petit peu leurs glucides, elles augmentent un petit peu plus leurs glucides pendant cette phase-là, ou alors elle se rajoute des collations et ça se passe bien. Mais généralement, la prise alimentaire en plus, elle est dépensée en plus, dans les Et, études en tout cas. ouais, et il y a aussi, si je ne me trompe pas, il peut y avoir une fluctuation de poids pendant le cycle. Oui, Est-ce que ça, c'est normal? oui, tout à fait. En fait, tu as des changements au niveau de la concentration de certains électrolytes, il me semble. Mhm, Et du coup, ça fait des changements ça fait des fluctuations d'eau, tout simplement. Il me semble qu'il y a une interaction entre la progestérone et l'aldostérone. La progestérone, elle se lierait au récepteur de l'aldostérone. Et du coup, ça ferait que tu garderais de l'eau au lieu de l'excréter. donc là, potentiellement de la rétention d'eau Voilà. pendant une certaine période pendant le cycle, Ouais, d'où l'importance peut-être c'est d'avoir
peut-être des moments du cycle auxquels se peser pour voir la progression de perte de poids, plutôt que de dire, ben, voilà, si à un certain moment, tu as 1 kilo ou 2 kilos en plus, dû à cette rétention d'eau potentiellement, de ne pas se dire, ah ben, ce que je fais, ça marche pas. Ouais, tout à fait. Après, l'intérêt, c'est vraiment qu'elles aient conscience, parce que du coup, une fois que je serai plus là, elles sauront qu'à ce moment du cycle, et ben, peut-être que, et même peut-être parfois à d'autres moments, tu vois. Mhm. Tu peux faire de la rétention d'eau parce que tu as fait un gros repas chargé en glucides la veille, et bon, bah, du coup, quand tu te pèses le lendemain. Donc, en fait, il faut juste leur apprendre que parfois, il y a des moments où quand tu te pèses, c'est pas forcément la réalité. Faut, faut juste s'adapter et puis savoir ce qui a pu se passer, quoi. Tu préconises en général quelle fréquence de prise de poids ou de pesée, on va dire, que ce soit De pour peser. ouais, que ce soit pour une perte de poids ou pour quelqu'un qui essaie de regagner du poids? À vrai dire, je préconise pas grand-chose. Seulement, si elles veulent se peser, elles se pèsent. Hmm. Si ça devient une obsession pour elles, ben, on essaye de voir autrement si on peut prendre des mesures ou un vêtement, quelque Mhm. chose qui est moins, qui donne moins de pression. Mhm. Mais sinon, elles se pèsent quand elles en ont envie. En fait, je suis vraiment dans une démarche de responsabilisation. Tu vois. D'ailleurs, très souvent, elles m'envoient un message où elles me disent, bon, Barbara, aujourd'hui, là, avant-hier, j'ai une de mes petites coachées qui m'a écrit et qui m'a dit, j'ai mon meilleur ami qui est venu me voir avec un énorme cheesecake à la cacahuète et j'ai pas pu résister. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, je lui ai dit, à ton avis, avec ce que tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ton déficit va être annulé? Et si ton déficit est annulé, est-ce que c'est grave? Tu vois? Mhm. En fait, c'est à elle de décider ce qui se passe pour elle. Ouais, comme tu as dit, responsabiliser les personnes que tu coaches parce que, comme tu l'as mentionné Mm. précédemment, tu ne seras pas tout le temps là et c'est important qu'on ne crée pas non plus une dépendance du coach où on a tout le temps besoin de quelqu'un pour nous dire quoi faire. C'est intéressant, j'avais cette conversation hier dans le domaine de l'entraînement, mais le parallèle est assez frappant dans le sens où c'est assez simple. La nutrition, c'est assez simple, même l'exercice, c'est assez simple pour que Mm. monsieur et madame tout le monde puissent s'en sortir et faire les choses assez justes Mm. pour pouvoir soit continuer à s'amuser, soit continuer à progresser suivant les objectifs. Donc toi, c'est vraiment ce vers quoi tu tends, c'est euh, partager les informations qui vont faire que tes coachés puissent s'en sortir sans coach à l'avenir. Voilà, c'est ça. Moi, je leur donne juste des connaissances, enfin, je les guide sur apprendre à se connaître, Mhm. apprendre à connaître leur alimentation et apprendre à connaître ce qui leur correspond. Et même quand elles ont des troubles du comportement alimentaire, en fait, enfin, quand tu fais une crise, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je fonctionne pas mal comme ça parce que je t'en ai parlé, je crois, dans le mail, mais je me suis beaucoup formée aux sciences du comportement Mhm. quand j'étais orthophoniste parce que je travaillais beaucoup dans le handicap. Et en fait, c'est des sciences qui fonctionnent très, très bien au quotidien parce qu'on est tous renforcés dans ce qu'on fait. Et du coup, c'est intéressant de les amener à réfléchir sur ce qui s'est passé dans leur contexte à elles. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Est-ce qu'elles étaient stressées? Est-ce qu'elles n'avaient pas assez mangé? Est-ce qu'elles s'ennuyaient? Et du coup, sur quel type d'aliments elles vont avoir envie de vraiment faire du binge eating? Mhm. Et qu'est-ce que ça apporte après, en fait? Et cette réflexion-là, une fois qu'elles l'ont, c'est 1000 fois plus facile de réfléchir les fois d'après. Plutôt que de juste suivre un programme qui a dit qu'on devait manger du poulet et du Plutôt que, brocoli 3 fois par jour. voilà. Et qui te dit, ben, une fois que tu as fait ta crise, ben, écoute, reprends ta diète et puis voilà. Mhm. Ben Je non. pense,
Ouais, ouais. Ben non, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est important que tout un chacun sache déjà de quoi il est fait de manière individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est savoir comment on fonctionne, se connaître, se connaître soi-même, pour ensuite Mm. pouvoir prendre les bonnes décisions quand il y a soit des problèmes, des décisions à prendre. Oui, Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était le syndrome prémenstruel. Est-ce que tu ouais. peux parler un petit peu du syndrome prémenstruel? Qu'est-ce que c'est? Mm. Pourquoi ça arrive? Est-ce que ça arrive à beaucoup de monde? Encore, je pense, un sujet qui est un petit peu tabou et dont les gens ne parlent pas beaucoup. Ouais. Alors juste pour resituer un peu, en fait, le syndrome prémenstruel, ça arrive quelques jours avant les règles. Mhm. Donc généralement, c'est pendant la phase lutéale. Faut savoir que, en fait, pendant les 2 phases, tu as, des niveaux d'hormones. En fait, pendant la phase folliculaire, tu vas avoir plus d'œstrogène. Tu vas avoir un pic au niveau de l'ovulation. Ensuite, ils vont redescendre un peu, mais après, ils vont remonter. Et au moment où, enfin, quelques jours, si tu veux, avant les règles, tu peux avoir comment dire, tu peux avoir un, zut, j'ai plus le mot. Ça Euh, reviendra. ouais, tu peux avoir un déséquilibre, voilà, Mhm. entre les œstrogènes et la progestérone. D'ailleurs, tout au long du cycle, hein, mais généralement à ce moment-là aussi. Et tu peux avoir voilà, des maux de tête, justement ces envies de sucré, de gras, etc. Ça, alors, les maux de tête, effectivement, tu as les œstrogènes qui peuvent augmenter les maux de tête, mais aussi, j'ai lu que ça peut être un manque de magnésium Mhm. à ce moment-là. Et surtout les envies de sucré, de gras, mais aussi des troubles de l'humeur. Et alors, je t'avoue que franchement, c'est hyper individuel. Le syndrome prémenstruel, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre. Donc, il faut juste apprendre à se connaître. Comme je te disais, savoir si tu sais que tu vas avoir des envies de gras et de sucré, bah peut-être augmenter un petit peu tes apports, augmenter un petit peu tes collations et surtout avoir conscience de potentiellement ce que tu pourrais surconsommer dans cette Mhm. phase-là Mhm. pour éviter d'engendrer trop de prise de poids, tout simplement. Et pour tout ce qui est après, voilà, maux de tête, etc., euh, le magnésium, généralement, je le conseille parce que de toute façon, c'est un cofacteur essentiel dans la création d'énergie et généralement, on est plutôt carencé de ce côté-là. Mhm. Voilà. Mais après, j'ai pas énormément d'autres tips que ça sur le syndrome prémenstruel parce que c'est quelque chose qui est vraiment individuel. Ça va dépendre si elle prend la pilule, ça va dépendre si elle s'entraîne, ça va Mhm. dépendre aussi si son sommeil est bien régulé, si son taux de stress va bien. Mhm. Donc, c'est vraiment un tout, mais ça va être le terrain sur lequel, tu vois, le syndrome prémenstruel va pouvoir s'installer, quoi. Mhm. Mais en premier lieu, ça va être gérer le stress, l'alimentation et le sommeil, surtout. Est-ce que pour les femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel, comme tu as dit, ça varie énormément d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre. Mm. Est-ce qu'il y a en général des modifications à faire autour de l'entraînement pendant ces moments-là? Ça dépend. Ça dépend de la femme. Généralement, elles se sentent plus fatiguées ben, juste avant les règles, comme je te Mhm. disais. Sinon, pendant la phase folliculaire, alors, il y a des études qui ne montrent aucune différence de gain musculaire entre la phase folliculaire et la phase lutéale. Mhm. Et il y a certaines études qui montrent quand même que pendant la phase folliculaire, là où les œstrogènes sont plus hauts, il y aurait quand même une prise de masse musculaire qui serait plus importante que pendant la phase lutéale. Donc, on peut essayer de cycler comme ça en faisant des phases plus importantes au niveau des charges pendant la phase folliculaire
et peut-être un peu plus de deload ou de choses comme ça pendant la phase lutéale. Mais Mhm. encore une fois, ça dépend vraiment de la femme et puis ça dépend aussi de son rythme quotidien. Mhm. Parce que moi, généralement, les deloads, euh, je cycle pas forcément les deloads. En fait, ils arrivent quand vraiment la personne, elle a besoin de faire un deload, quoi. Mhm. Je fais pas vraiment, si tu veux, 3 semaines, une semaine de deload, 3 semaines, une semaine de deload Mais comme tu as dans dit, les trainings. pour ça, il faut bien se connaître, il faut bien s'écouter et savoir que Ouais. voilà, si tu as 3 jours, 5 jours, 7 jours dans le mois ou dans le Mm. cycle où tu dois pas aller aussi fort, pas faire autant, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'organiser un petit peu ton entraînement par rapport à ça aussi. Oui, 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 tout à fait. De toute façon, je pense que pour l'entraînement, le point à garder en tête, c'est que tu auras beau augmenter le volume, mais si tu récupères pas, tu n'auras pas de gain. Du moins, ils seront pas à la hauteur de tes entraînements, quoi. Tu as parlé avant du problème avec les programmes alimentaires qui sont donc Mm. individualisés, comme tu l'avais dit, et je montre des guillemets pour ceux qui écoutent Voilà. en audio. Est-ce qu'il y a des contextes où un programme alimentaire peut être adapté? Si oui, lequel? Ça peut être adapté, je pense, au début, si la personne elle est vraiment perdue dans son alimentation et Mhm. que son état de santé le justifie. Typiquement, je travaille avec quelqu'un qui est en reprise de poids suite à une anorexie et elle a besoin un petit peu de quantité, donc je lui donne des lignes directrices et ces lignes directrices, elles s'effacent au fur et à mesure, mais elle a besoin de ce cadre rassurant pour se dire, voilà, j'ai besoin de tant de grammes de protéines, par exemple, pour ce repas. Elle, ça la rassure. Et si je le fais pas, elle va pas les manger. Mhm. Ouais, Donc donc, là, je le fais, donc, dans ce tu contexte-là, vois. c'est une aide à presque quantifier son progrès, en fait, du fait qu'elle a besoin de manger plus, et donc ça l'aide à faire la chose qui est juste pour elle à ce moment-là. C'est ça. Et puis, à l'inverse, tu vois, quelqu'un qui aurait des signaux alimentaires, enfin des signaux, oui, des signaux d'alimentation complètement déréglés, qui aurait, je sais pas, qui aurait développé une résistance à l'insuline ou à la leptine, des choses comme ça, et Mhm. qui sentirait plus du tout ces sensations de faim et de satiété, qui aurait tendance à vraiment trop surconsommer et qui voudrait perdre du poids et ce serait important pour sa santé. Là, oui, je pourrais donner des lignes directrices plus cadrantes dans la majorité des cas. Mais c'est plus des lignes, des guidelines, on va dire, Mhm. que tu vois, des choses vraiment euh, sur lesquelles tu peux pas transiger, quoi. Et donc, dans la majorité des cas, comme tu l'as dit, où tu aides vraiment tes coachés et les femmes à trouver la façon qui leur convient à elles de manger, de manière pratique, comment est-ce que tu aides quelqu'un à gérer son alimentation avec une vie active? On parle d'activité physique, on a peut-être une famille, des enfants, un travail. Donc, Mm. comment est-ce qu'on fait tout ça si on n'a pas vraiment de plan? Parce que à l'heure actuelle, c'est un petit peu on pense qu'on a tous besoin d'un coach, Mm. on pense qu'on a tous besoin d'un plan pour faire juste. Donc, toi, tu vas un petit peu à contre-courant avec ça. Comment tu aides tes coachés avec ça? Euh, Comment t'expliquer? J'adapte vraiment en fonction de la personne et de son besoin. Mhm. Par exemple, j'ai une coachée qui veut perdre du poids, mais elle veut pas compter ses calories. Concrètement, pour elle, ça lui prend trop de temps. Mhm. Ça la saoule. Franchement, ça la saoule. Et elle a pas envie de le faire. Du coup, je lui ai dit OK. Et en même temps, on est dans une démarche de réintégrer des aliments. Tu vois. Donc, c'est compliqué d'être complètement dans le flou, Mhm. de réintégrer des aliments et d'avoir aucune connaissance de ce que tu ingères. Ouais.
Du coup, je lui ai dit, OK, ben, je vais te proposer je vais te donner des exos à faire. Et je lui ai envoyé une liste d'aliments. Je lui ai dit, ben, tu m'estimes, en gros, à peu près combien de calories. Je sais pas, je lui ai mis par exemple 100 grammes de riz, c'est combien de calories. Une cuillère à café d'huile, c'est combien de calories. Et du coup, ça développe sa conscience alimentaire, en fait, doucement. Mhm. Et du coup, bah là, tu vois, en un mois, elle a perdu 3 kilos sans compter ses calories. Mhm. Et en ayant des extras à côté, parce qu'elle a aussi une vie sociale. Donc concrètement, je m'adapte vraiment à leur demande, en fait. Elle, sa demande, c'est moi, je veux perdre du poids, je veux pas compter mes calories. Mais en même temps, je veux diversifier mon alimentation. Ok, bah, il faut que tu aies quand même certaines connaissances. Mhm. Ou alors, quand on est en phase de perte de poids et qu'on veut gérer les imprévus, bah, je lui écris 2-3 situations. Bon, bah voilà, cette semaine, tu as respecté ton déficit calorique tous les jours. Et samedi, il y a ta meilleure amie qui t'invite à manger une pizza. Qu'est-ce que tu fais comme choix de pizza? Comment tu gères ta journée autour de la pizza? Est-ce que le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, en fait, je les amène vraiment à réfléchir sur ce qui se passe dans leur vie. Mhm. Et pareil, quand tu as une activité physique, euh, est-ce que tu te sens... Enfin, après, voilà, je les conseille en termes un peu de collation, de choses comme ça, mais si ça leur correspond pas, ben c'est à elles de voir en fait. Et c'est exactement pareil pour tout ce qui est pause dans les diet breaks, tu vois. Je leur explique pourquoi c'est important de faire des diet breaks. Et quand on finit un diet break, par exemple, c'est elles qui décident quand est-ce que quand est-ce qu'elles ont envie de se remettre en déficit, quoi. Mhm. En général, ça dure combien de temps une phase de diète et ensuite le break, tu préconises quoi comme temps? Mais encore une fois, c'est très individuel, mais si tu peux donner une fourchette ou une règle générale. Ça dépend généralement alors déjà spontanément, c'est quand la personne se sent plus fatiguée, on sent que les perfs, elles commencent à chuter un peu. Je Mhm. regarde pas mal la température aussi. La température, c'est un indicateur qui est précieux pour voir un petit peu comment évolue le métabolisme, etc. Mhm. Mais généralement, au moins une semaine de remonter à un maintien calorique pour voir comment évolue leur forme, comment évolue leur performance à l'entraînement. Voilà, et pour restimuler un petit peu les hormones comme la leptine pour leur faire du bien, quoi. T'as parlé de la pizza avant, donc les Mm. écarts en nutrition, qu'ils soient conscients ou pas, il y a un gros facteur psychologique qui vient avec. Donc, comment toi tu aides tes coachés à naviguer un petit peu cet environnement-là? Tu as mentionné brièvement avec la pizza, mais euh, de Ouais. manière concrète, sur le côté psychologique, on s'en veut parce on n'a pas respecté le plan, on n'a pas Ouais. respecté ce qu'on devait faire. Comment est-ce que tu les aides à gérer ça? Euh, ouais, effectivement, il y a énormément de culpabilité hein, dès qu'on sort du cadre entre guillemets. Mais ce que je veux transmettre justement, c'est qu'il n'y a pas de cadre à dépasser. Ça s'intègre, je veux dire, les repas plaisir, les, tous les moments en société, ça peut pas ne pas exister, à part si on vit dans une caverne ou alors, bien sûr, dans le cadre d'une compète de bodybuilding ou d'une autre compète. Mais sinon, je veux dire, ça fait partie de la vie et il faut en avoir conscience. Je pense que il y a un moment où il faut aussi se responsabiliser et se dire, OK, si je veux perdre du poids, si j'ai envie d'atteindre ce niveau de sécheresse corporelle ou si j'ai pas envie que mon déficit calorique dure 1000 ans, ben il y a peut-être des compromis à faire.
je vais peut-être pas manger pizza et burger toutes les semaines. Mhm. Ou alors, je sais m'adapter autour. Mais c'est toujours une histoire de responsabilité et de se dire, OK, ben, moi, j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que mon déficit, enfin, mes efforts payent. Donc, ben, je vais peut-être pas prendre pizza ce samedi-là. Mais là encore, je les amène à vraiment avoir cette réflexion sur est-ce que ça vaut le coup de culpabiliser? Est-ce que c'est dramatique ou est-ce que justement, tu as pas les outils nécessaires pour réfléchir à ta situation et te dire, bah ok, en fait, je vais gérer comme une reine, quoi. Je vais Mhm. manger ma pizza, je vais adapter mes apports autour et en fait, je vais annuler quoi? Allez, je vais peut-être annuler 200 ou 300 calories de mon déficit, mais c'est pas grave parce que j'aurais passé un bon moment. Point. Je vais pas culpabiliser et en plus, je vais pas être frustrée. Donc derrière, j'aurais pas de comportement malsain autour de la nourriture. Au-delà des sujets qu'on a déjà abordés jusqu'à maintenant, quels sont les plus gros mythes autour de la nutrition et de la santé, surtout du côté de la femme, que tu vois encore perdurer, mais que tu aimerais bien voir disparaître? Alors, ce que j'aimerais voir disparaître, c'est toujours voilà, le sucre, le gras, ça fait grossir quand il y a aucune notion de balance calorique. Le jeûne, ça détoxifie, alors que non. Le jeûne ne détoxifie rien du tout. On a des systèmes ultra sophistiqués dans notre corps qui permettent à notre foie justement de faire son travail. Donc, autant lui donner de quoi faire son travail justement. Mhm. Les mythes, tout le tous les mythes autour du cardio à jeun aussi. Mhm. Brûler plus de graisse, en faisant, du sport à jeun, ça c'est terrible parce que juste tu forces ton corps à aller dans un stress qui n'est pas nécessaire en fait. Le cardio à jeun, la détox, le sucre qui fait grossir et puis tous les aliments interdits. Je pense que catégoriser les aliments sains et malsains, il n'y a rien de pire pour fausser une alimentation. Par contre, je suis convaincue qu'une base d'aliments non transformés, c'est garant d'une alimentation effectivement tenable sur le long terme et qui nous apporte des nutriments et des vitamines et des minéraux qui sont essentiels à la santé, quoi. Je veux dire, on n'a pas un montant calorique random et on fiche à l'intérieur ce qu'on veut comme aliment. Mhm. Voilà. Donc, j'insiste aussi là-dessus. Barbara, je veux te dire un grand merci en tout cas d'être venu sur le podcast aujourd'hui pour parler de tous ces sujets dont on parle peu, mais qui sont très très importants pour tout le monde, hein, hommes et femmes compris, parce que pour les coachs qui travaillent avec des femmes, c'est important d'avoir une certaine connaissance de ces sujets aussi. Ce pas des discussions qui sont nécessairement faciles à avoir, mais si elles sont nécessaires, il faut pouvoir les avoir et il faut en connaître un minimum pour au moins pouvoir, par exemple, recommander à une cliente qui a peut-être perdu ses cycles depuis un certain temps d'aller consulter son médecin, tout simplement. Encore une fois, on ne veut pas s'auto-promouvoir docteur, ça c'est loin de là, mais c'est important d'avoir conscience de ces différents problèmes que peuvent avoir les femmes et ensuite aussi potentiellement comment pouvoir les résoudre. Tu as mentionné avant l'appel que tu mettais en place un groupe de soutien pour les femmes qui souffrent Mm. d'aménorrhée. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça pour celles qui seraient Ouais. potentiellement intéressées? En gros, ce sera des contenus en vidéo que je mettrai sur Podia. Euh, alors, le but, c'est vraiment de les informer sur ce qu'est l'aménorrhée secondaire, enfin l'aménorrhée hypothalamique, hein, Mhm. plus précisément. Comment fonctionnent les cycles, ce qui peut les perturber, ce qui influence la reprise des règles. Et puis, il y aura aussi un module sur les croyances alimentaires, mais des conseils nutrition, des conseils au niveau de l'activité physique. Ce que dit la recherche, je m'appuie que sur la littérature scientifique. Mhm. Mais je veux qu'elles comprennent que
dans une population qu'on étudie dans un article, ça va pas forcément refléter leur situation. C'est l'ensemble, c'est le tableau clinique, enfin, c'est leur tableau qu'il faut qu'elles comprennent. Voilà. Et elles seront du coup, elles auront possibilité d'intégrer un groupe Facebook. Le but, c'est vraiment que chacune profite des échanges et des expériences de chacune pour avancer à leur rythme. Il y a pas de programme prédéfini, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce que je veux, c'est justement qu'elles comprennent où elles en sont pour elles-mêmes. Barbara, où est-ce qu'on peut en trouver plus sur toi sur Internet? Surtout sur Insta, je pense. Barbara.vulpinari. Hmm. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis mon site en stand-by parce qu'il y a le questionnaire dans ma bio. Mais voilà. Et je suis ouverte à tout échange sans souci et quand on me contacte. Donc, pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus, allez voir Barbara sur Instagram, posez-lui toutes les questions. C'est important d'avoir des discussions autour de ces sujets qui sont très, très importants. Encore une fois, merci beaucoup à toi d'être venu sur le podcast pour parler de tout ça. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ciao.